Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette dernière journée des championnats du monde de Blitz qui ont donc rendu leur verdict. Chez les joueuses, c'est la jeune Kazakh Bibisara Asobayeva qui s'est imposée pour conserver son titre de championne du monde de Blitz, deuxième titre consécutif à seulement 18 ans. Elle termine seule première devant l'indienne Humpy Koneru et ma nouvelle chouchou Polina Chouvalova, une maître internationale russe de seulement 21 ans qui a longtemps été en tête et gagne une médaille de bronze pleine de promesses. Dans la section mixte, Magnus Carlsen a été impérial. Le quintuple champion du monde de partie classique redevient pour quelques mois le triple champion du monde, triple couronne, champion du monde de partie classique, donc champion du monde de partie rapide et champion du monde de blitz. Magnus Carlsen termine seul premier devant la superstar américaine Hikaru Nakamura et le jeune grand maître arménien Aïk Martirosyan. Pour la partie du jour, je vous ai choisi le plus gros et le plus beau et le plus spectaculaire des combats, celui entre Magnus Carlsen et le Hongrois qui joue désormais sous le drapeau roumain Richie Rapport. Magnus Carlsen ouvre par D4, mais après E6, il accepte la défense française de son adversaire et joue donc E4, D5, cavalier C3, fou B4, une défense winner que Magnus Carlsen a lui-même joué avec les Noirs, notamment contre Anish Giri dans ce même tournoi. E5, c'est le coup critique. C5 pour venir taper contre la base de la chaîne de pions des Blancs, à savoir le pion D4. A3 pour forcer fou prend C3, B prend C3, afin que ce pion vienne renforcer cette chaîne de pions blancs. Dame C7, c'est un des grands coups. Et ici, non pas le coup principal, peut-être l'ancien coup principal, Dame G4, sur quoi les noirs ont plusieurs options. On peut sacrifier ce pion G7 par cavalier E7, avec l'idée de Dame prend G7, tour G8. Tout ça, c'est très connu, c'est ultra théorique. On peut aussi profiter du placement de la Dame en G7 pour défendre ce pion G7 en bougeant le pion F, soit en F5, soit en F6, coup déjà joué par ce même Richard Rapport. En revanche, après Dame G4, il ne faut surtout pas jouer C pour D4 avec l'idée de se venger sur la tour A1. Les blancs prennent en G7 pour attaquer la tour H8, on prend C3 pour attaquer la tour A1, mais après roi D1, le roi vient protéger son fou. Dame prend 1, Dame prend H8, menace Dame prend G8, et sur roi F8, on peut jouer tout simplement, et entre autres, cavalier F3, cavalier G5 était aussi possible, mais fou D3 suivi de fou prend H7 est plus simple, et les blancs sont totalement gagnants. Et donc, à la place de Dame G4, Magnus Carlsen a joué le coup typique ordinateur à réseau de neurones, les lilas 0, alpha 0. Il a joué H4. Cela dit, Richie Rapport ne s'est pas laissé décontenancer. Il a joué cavalier E7 et sur H5 a empêché la poussée plus en avant de ce pion H en jouant lui-même H6. Cavalier F3, B6 pour jouer x6 et échanger le mauvais fou, le fou de case blanche de la défense française et la mauvaise pièce des noirs. Il serait très content de l'échanger, mais regardez cette jolie manœuvre des blancs. Magnus n'a pas joué fou d3 car il aurait x6, c'est exactement ce que valent les noirs. Il a joué d'abord fou b5 échec, et sur fou d7, il a joué fou d3 maintenant. Si les noirs avaient paré en bougeant le cavalier, de toute manière, il ne menace plus x6. Donc ce petit échec intermédiaire est un coup malin. Peu importe comment vont répondre les noirs, ils ne pourront plus jouer x6 au prochain coup. Donc il y a eu fou d7, fou d3, mais là, changement de plan des noirs qui décident de bloquer toute l'aile dame en jouant c4, forçant le fou d3 à quitter cette magnifique diagonale. Donc le fou a déjà joué 2 fois pour venir ici, et doit maintenant se replacer plus modestement en E2. Cela dit, les blancs ne sont pas forcément mécontents d'avoir incité C5, C4, parce que rappelez-vous, tout à l'heure, le C prend D4 suivi de Dame prend C3, c'était pas grave, mais c'est quand même très désagréable de devoir faire face à cette potentialité à chaque coup. Donc maintenant, la faiblesse des blancs, c'est pas tant le pion A3, qui est certes isolé, mais difficilement attaquable. D'ailleurs, peut-être que les blancs seraient même pas mécontents de le donner, de jouer à 4 pour, quitte à le
perdre ce pion pour pouvoir activer le fou C1 sur cette belle diagonale, mais c'est le pion C2. Le coup des noirs fou A4 empêche à la fois A3, A4 et vient taper sur ce pion C2 qui doit être défendu par une pièce blanche. Fou F4, petit coup de développement, cavalier A6, idem, dame D2 et grand roc. Laura vient ici, alors ça peut être un peu bizarre parce qu'il y a une colonne B ouverte, mais les blancs ont du mal à menacer quoi que ce soit, hein. Le fou A4 tient bien la position. Si le pion A était mobile, ce serait une autre affaire. Mais là, le pion B6 est bien défendu par un pion, donc aucun souci sur cette colonne ouverte, pour les noirs en tout cas, et les blancs jouent souvent même plus à l'aile droite. Cela dit, les noirs peuvent eux aussi ouvrir à l'aile droite malgré le désavantage d'espace, c'est quand même souvent là où réside l'aura blanc et non l'aura noir. Donc cette ouverture et c'est difficile de savoir à qui est-ce qu'elle va profiter. Magnus a joué cavalier H2, c'est pour replacer son cavalier. Pour l'instant, le pion C2, la faiblesse dont j'ai parlé, est défendue par la dame, mais c'est pas un rôle pour la dame. On veut pouvoir la libérer de ce rôle afin qu'elle puisse s'activer ailleurs. Donc cavalier H2, le cavalier se dirige tranquillement vers la case E3. Dans cette position, il y a encore les 16 pions sur l'échiquier. Une colonne semi-ouverte, mais c'est tout. Il n'y a pas de diagonale, pas de colonne vraiment ouverte. Donc c'est une position ultra fermée où c'est pas grave. C'est vraiment une exception à la règle. C'est pas grave d'avoir encore le roi au centre et on peut se permettre de longues manœuvres. Je veux plusieurs coups pour placer nos pièces sur des meilleures cases. C'est pas du tout comme si la position était ouverte où il faudrait faire parler davantage de développement et surtout, il faudrait roquer le plus vite possible pour mettre notre roi à l'abri. Là, il suffit de voir, on a le roi au centre, certes, mais les noirs ne peuvent en aucun cas venir nous l'attaquer. Donc cavalier H2, très bon coup de placement. Roi B7, cavalier F1, dame D7 pour venir aussi replacer ce cavalier A6 qui faisait pas grand chose, hein, il faut bien le dire. Cavalier E3, voilà, c'était sa bonne case. Le cavalier protège le pion et du coup, la dame peut s'activer à autre chose. Cavalier C7, roi F1. Finalement, Magnus se passe du roc. Il veut garder cette tour, peut-être pour venir coulisser en H3 ou en H4, puis sur la colonne G par exemple. Cavalier C6, G3. Laura sera très bien en sécurité en G2. Dame E8, ça c'est une manœuvre typique de cette structure. Ça peut surprendre, mais la dame vient se diriger sur la case H7. C'est une très belle case. La dame met la pression sur le pion C2. Donc ça peut surprendre la première fois qu'on voit ça, mais c'est en fait très logique. La dame vient taper à, à l'aile dame, mais elle vient aussi s'activer à l'aile roi potentiellement. En cas de percée de pion, que ce soit par G6, par F6, ou si c'est les blancs qui ouvrent, la dame sera bien placée. Et si jamais, elle peut aussi venir s'activer sur des cases F5, E4. Bon, F5, il y a le cavalier évidemment, mais si jamais le cavalier venait à quitter cette case, toutes ces cases-là, ces cases blanches, pourraient être assez sympathiques pour la dame noire. Donc sur roi G2, dame G8, tour à B1, la tour sur la colonne semi-ouverte, même si le pion B6 est bien protégé, ça peut toujours servir. Dame H7, c'est le plan. Donc maintenant, le pion C2 est attaqué 2 fois, donc 2 défenseurs qui du coup ne peuvent pas s'affairer ailleurs. Fou F3, roi B8, un peu de prophylaxie. Le fou était venu sur cette diagonale où il y avait le roi, on ne sait jamais. Il peut y avoir un sacrifice et le roi mal placé en B7, donc rapporte préfère le mettre en B8, même si c'est sur l'autre diagonale, enfin la diagonale de l'autre fou. Dame E2, tour C8, tour B2, c'est pas tant pour doubler les tours que pour venir protéger ce pion C2 avec une pièce haute que la dame afin qu'elle soit libre de ses mouvements. Cavalier B5 vient taper sur deux faiblesses, le pion C3 surtout, et aussi au passage le pion A3, même si celui-là on n'est pas du tout certain de vouloir le prendre car ça ouvrirait une colonne ouverte pour les blancs en face du roi noir, mais cavalier pion C3 est une grosse menace et dame D2 serait une terrible gaffe. Les noirs gagneraient par le simple cavalier prend D4 et sur C prend D4,
C3 vient faire une fourchette dame tour. En revanche, dame E1 dans cette position était un simple coup pour défendre le pion C3 sans rien sacrifier. Mais Magnus Carlsen a senti que c'était le bon moment pour profiter du placement du roi noir sur la même diagonale que ce fou et avec le fou F3 qui peut lui aussi participer à l'attaque. Et donc il a joué le bon coup, le meilleur coup d'après l'ordinateur. Cavalier prend D5. Mais après E prend D5, Magnus Carlsen a gaffé en jouant le pourtant très naturel E5, E6, échec à la découverte. Le pion avance et le fou qui fait échec. Les blancs vont pouvoir prendre par E prend F7, obtenir un deuxième pion pour la pièce sacrifiée, un pion sur la 7e rangée qui est plus osé, et le roi noir toujours en danger. Mais il ne fallait pas jouer ce coup, et à la place, ce que les blancs veulent, c'est pouvoir jouer fou prend D5. Tout de suite, il y aurait cavalier prend C3, et donc l'ordinateur, typique des nouveaux ordi à réseau de neurones, suggère calmement, sereinement, de sacrifier après la pièce une qualité. Ça nous fait donc une tournette de moins pour seulement 2 pions après fou prend D5, mais c'est un sacrifice positionnel. Pour des compensations à long terme, on a 2 pions, on a un meilleur roi, et l'ordinateur donne une égalité dynamique et même penche plutôt en faveur des blancs dans cette position, malgré la tour de moins. Une variante pas du tout forcée, mais représentative de ce qui aurait pu se produire. Roi A8, l'ordinateur joue ce coup pour quitter cette diagonale et donc éviter que E5, E6 vienne avec échec. Ici, les blancs doivent quand même s'activer et ouvrir la position. Il joue donc A4. Son fou prend A4, l'ordinateur veut jouer dame prend C4. Et effectivement, le fou serait bien en danger. Après, par exemple, dame prend C2, il y aurait tour 1. Et c'est la crise. Sur fou A3, on peut prendre en C6, c'est terminé. Et sur dame B3, on peut prendre en A4, c'est terminé là aussi. Mais donc, pas de fou prend A4, l'ordinateur joue fou A6 et il continue par A5 pour vraiment ouvrir cette position. Si les noirs veulent fermer, attention, là on joue fou E4, on gagne un tempo sur la dame et après dame G8, D5. On voit, on commence à comprendre les compensations des blancs qui attaquent avec force tandis que les pièces noires sont spectatrices. Et là, c'est même une position déjà gagnante pour les blancs. Bref, tour prend B5 est passionnant, mais on ne va pas trop s'y attarder. C'est des variantes d'ordinateur. E5, E6 est bien plus humain. Je ne connais pas un joueur qui aurait résisté à jouer ce coup, mais c'est une gaffe. Maintenant, les noirs sont gagnants objectivement, mais il peut se passer encore beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses. Roi B7, E prend F7, dame F5, c'est un coup qui fait mal. La dame vient s'activer, elle protège le pion D5, elle menace dame prend F7 aussi, donc là les blancs jouent avec une pièce de moins. Et il faut trouver du jeu, donc Magnus décide de sacrifier du matériel davantage pour trouver du contre-jeu. Tour B4, son idée c'est cavalier prend B4, dame E7, échec. Et sur roi A6, il reprend de la dame, attaque le fou A4, qui vient prendre en C2, mais maintenant que le fou a quitté la case A4, le pion peut avancer et participer lui aussi à l'attaque. Cavalier C7 replace le cavalier en défense, mais fou prend C7, et les noirs ont résisté à la recapture pour temps naturel tour prend C7, ils ont eu raison. Là, les blancs auraient un super coup qui est pourtant pas si facile à voir, tour H4. La tour vient s'activer, elle veut aller en F4, attaquer la dame et soutenir son pion qui pourrait avancer en F8. Pour l'instant, la case était contrôlée et par la dame et par la tour. Sur dame prend F7, les blancs gagnent très simplement par un petit échec. Et sur roi B7, fou prend D5, échec, gagne la dame, fourchette royale. Et sur tour prend F7, ça ne change pas grand-chose. On joue tour F4 d'abord. La dame doit protéger sa tour. Dame D7, tour prend F7, dame prend F7. Et maintenant que la dame est en F7, on peut jouer à nouveau dame B5 échec, roi B7, fou prend D5. Donc après fou prend C7, attention, danger. Mais Ricci Rapporte était à l'affût des ressources blanches et il a joué le meilleur coup, fou E4.
menace de prendre un F3 bien évidemment et sur fou prend E4, on prendrait d'abord sur échec et ensuite on pourrait éventuellement reprendre le fou C7 ou continuer les plus d'échecs ou aller capturer le pion F5. Mais donc dans cette position, Magnus Carlsen a préféré fou F4 avec raison, il faut conserver des pièces. Fou prend F3, roi prend F3, sur dame prend F7, pour enlever ce pion qui est vraiment une épine dans le pied, des noirs. Il y aurait dame B5 échec, roi B7 et un petit coup de A5 et le pion A, on va le voir dans la partie, peut être lui aussi un danger à venir en A6, après quoi il y a des raisons de maths. Le roi est quand même bien en danger, le fou F4 on voit qu'il contribue à l'attaque contre ce roi noir. Donc après roi prend F3, Ricci rapporte à jouer dame E4 échec, gagne la tour H1. Cela dit, c'était une erreur, parce qu'après roi G4, dame prend H1, certes les noirs ont une tour et une qualité de plus, mais la dame H1 et la tour H8 sont trop éloignées de l'action et le roi noir est en danger. Ça n'a pas l'air si évident comme ça, on se dit dame B5 échec, roi B7, bon, bah voilà, il n'y a plus trop d'échecs, mais A5, le pion s'active et la menace A6 suivie d'un petit coup de dame D7 pour aller mater en B7 et difficile apparaît. Ici, l'ordinateur donne G6 comme seul coup pour faire match nul après bien de complications, mais peu importe, c'était impossible à trouver sur H.G6, il ne poursuit pas par H5 mais par dame E4 et a priori les noirs vont obtenir un échec perpétuel. Et donc après A5, Ricci a joué tour HD8, coup très naturel pour venir contrôler cette case D7 afin qu'après A6, roi A8, les blancs n'aient pas dame D7 qui aurait menacé mat, une menace difficilement parable parce que la dame de D7 menace dame B7 mais elle contrôle aussi les cases C6 et même D5 d'où elle pourrait faire échec et mat. Et donc la tour contrôle cette case. Dans cette position, Magnus Carlsen, avec très peu de temps à la pendule, évidemment, les deux joueurs jouent avec seulement 2 secondes par coup à ce moment-là de la partie, à jouer le coup très naturel F8 dame pour venir dévier cette tour et pouvoir jouer dame D7, mais c'est un coup objectivement perdant. Les noirs vont avoir une ressource, une attaque fulgurante contre le roi blanc pour se venger de l'attaque contre leur propre roi. Et la position est gagnante pour les blancs. Le gain s'obtenait d'une manière très surprenante par un petit coup tranquille de pion F2, F3. L'idée est multiple. Tout d'abord, on coupe la connexion de la dame H1 sur le pion D5, ce qui fait qu'après F8 dame, on menacera avant tout un dame prend D5, échec et mat. F8 dame pour prendre, dame prend D5, échec, tour C6, dame prend C6, échec et mat. Et aussi, le pion vient protéger le rat blanc et paraît des échecs. Donc là, c'est perdant. Par exemple, après un coup de dame, on joue juste promotion, et donc surtout prend F8, c'est ce que je disais, dame prend D5, échec, tour C6, dame prend C6, échec et mat. Les noirs doivent donc absolument trouver du contre-jeu, et il y a un coup pour ça, c'est G6. Maintenant, F8 dame perdrait car c'est mat en un coup. Comment est-ce qu'on fait mat? Et bien tout simplement, dame prend H5, échec et mat. Donc on voit que les deux rois sont en péril. Après G6, les blancs sont gagnants donc, mais il faut jouer H prend G6. Les noirs peuvent répondre H5, roi F5, dame prend F3. On voit à quel point c'est chaud maintenant. F8 dame se voit contrer par tour prend F8, échec. Donc ce n'est pas possible. Mais les blancs maintenant un deuxième pion passé et jouent G7. Une qualité et une tour de moins pour les blancs, mais deux pions sur la 7e rangée et un roi noir réseauté. C'est hyper tendu et c'est tellement tendu que c'est gagnant pour les blancs. Ici, on ne fait pas d'échec tout de suite avec la dame parce que sur dame 4 échec, roi F6, on n'a plus tour D6, le fou peut prendre la tour. Pour l'instant, le fou est cloué, donc tour D6 sans visage très nettement. Les menaces sont dame 4 échec et dame G4 échec suivi du mat. Mais ici, les blancs gagnent. On joue G8 dame, unique coup pour gagner. Sur dame G4, on peut échanger.
Sur dame 4 échec, le roi blanc se faufile, c'est chaud mais on gagne. Roi G5, dame 7 échec et roi point H5. Il n'y a plus de bon échec pour les noirs. Les blancs ont maintenant une dame de plus et sont gagnants. Voilà le genre de variance qu'il est bien évidemment impossible à calculer avec 2 secondes à la pendule, même si on est le meilleur joueur de tous les temps. Donc dans cette position, après roi A8, Magnus Carlsen s'est dit vite, je dévie la tour par F8 dame, tour prend F8 et je joue dame D7. Et ça a l'air gagnant à première vue. Dame B7 échec et mat et la menace. Et sur un coup comme tour B8, on fait mat en 2. Dame C6 et dame prend B7. Ou d'ailleurs pion prend. Mais sur dame D7, les noirs se lancent dans une contre-attaque désespérée mais gagnante. Tour prend F4, échec, il n'y a pas le choix, sinon c'était mat, je prends F4, car sur roi prend F4, les noirs ont un surprenant mat en 1, dame 4. Très joli échec et mat. Donc Magnus Carlsen l'a évidemment vu et a pris avec le pion, dame G2 échec, roi H4. On peut se dire de loin, bah, peut-être qu'il n'y a que un échec perpétuel et on se quitte bons amis. Après tout, c'est un énorme combat, match nul. Résultat assez juste et logique qui récompense les deux joueurs pour leur bravoure et leur acuité tactique. Mais non, dame prend F2 échec, roi G4, dame G2 échec, roi H6. Les noirs ont gagné un petit pion sur échec et dans cette position, ils ne répètent pas les coups à nouveau mais jouent G5 échec. C'est mat sur F'5, H'5, un nouveau très joli échec et mat, mais évidemment les blancs après G5 ont une ressource. Il faut se rappeler de la règle de la prise en passant. Et donc Magnus Carlsen a joué évidemment H'6. L'idée des noirs, c'est que maintenant ils peuvent jouer dame H2 échec, roi G4 et ne pas répéter mais jouer H5 échec. Donc Richie rapporte qui joue à fond pour le gain, vraiment bravo aux deux joueurs pour leur sens de la combativité. Cela dit, c'est normal, évidemment, il y a une tour de plus, on fait échec, donc on sait, on sent qu'on est gagnant. H5 échec, il faut pas se tromper. Sur roi F5, c'est dame H3, échec, gagne la dame, terminé. Roi G5 a l'air assez naturel, on peut se dire qu'on va se cacher en H6, et après on sera serein, mais ça perd. Dame G3 échec, roi H6, dame prend F4, roi H7, il n'y a plus d'échec, certes, mais les noirs sont gagnants. Après tour C7, la dame est clouée, ne peut pas venir faire échec, et donc Magnus Carlsen aurait abandonné. Mais le triple champion du monde n'est pas triple champion du monde pour rien. Il a vu tout ça et a préféré jouer roi F3. Dame H1 échec, roi F2, dame H4 échec. Ici, Magnus Carlsen a joué roi F3, ce qui a permis l'échange de dames. Ce roi E3 n'aurait rien changé au résultat logique de la partie, à savoir le gain noir. En tout cas, si Richie avait joué comme un ordinateur, roi E3, il y aurait eu dame 1 échec, sur roi F3, dame 4 échec, et il n'y a pas de bon coup. On n'a pas envie de perdre le pion G6, on n'a pas envie sur échec, on n'a pas envie de perdre le pion F4 sur échec. Mais là, c'est un des deux qui doit sauter, et une fois que les pions sautent, ça fait aussi des colonnes ouvertes pour la tour pour qu'elle vienne faire échec au roi, donc quitter cette case où il y a mat, et participer à l'attaque contre le roi blanc avec un fracas. Donc roi E3 était perdant, roi F3 permet à dame G4 échange des dames sur échec. Dame prend G4, H prend G4, roi prend G4, une tour de moins en finale, mais c'est une course. Les blancs ont deux pions passés liés, donc les noirs doivent vite courir eux aussi avec B5, F5, B4, F6, B prend C3, F7, C2, G7, c'est un dame, les noirs font dame les premiers, F8, dame. Donc, comme les noirs ont fait dame les premiers après cette folle course de pions, ils peuvent faire échec en premier avec une tour de plus. On sait là aussi que c'est totalement gagnant, mais il faut encore trouver les bons échecs. Dame G échec, roi H5, dame H2 échec. On voit que la dame se rapproche petit à petit du roi blanc.
roi G6, dame G3 échec, roi H6, dame H4, roi G6, dame G4, roi H6. Ici, un gain relativement simple, mais bon, évidemment, c'est simple quand on est spectatrice, c'est moins simple quand on joue avec 2 secondes à la pendule. Donc on pouvait jouer dame E6 échec, on fait échec, on contrôle la case G8, on protège la tour C8 et on protège le pion D5. Ça évite tous les réseaux de maths. Après roi H7, il n'y a plus qu'à pousser. Et donc dans cette position, il y a fort à parier que Magnus Carlsen aurait abandonné. Cela dit, ce n'est pas ici que Ricci s'est trompé. Il a joué C3 qui est totalement gagnant. Mais après un dame F7, petit échec, roi G6, là, il fallait avoir la présence d'esprit de constater que la dame a quitté la case F8 et donc la tour n'est plus clouée. Et ici, le simple tour C6 échec aurait mis fin à la partie. Après roi F5, enfilade, dame F2 échec, dame prend F7, il n'y a pas de patte, et donc Magnus aurait là aussi abandonné. Et donc sur roi G6, Richie Boy a joué dame 4 échec, roi G5, là c'est plus si simple. Par exemple, tour B8 aurait gagné là encore d'après l'ordinateur, mais il faut y penser, hein, ce petit coup pour venir protéger tout en permettant dame, G8 dame, mais il y a l'enfilade. C'est quand même assez joli et surtout difficile à voir quand on a 2 secondes à la pendule. Hein. Mais donc l'ordinateur donne cette variante comme évidemment gagnante pour les noirs. La pointe, c'est que dame prend G8 et la dame protège le pion D5, il n'y a pas donc dame prend D5 qui aurait fait mat sinon. Hein. Dans cette position, tour prend G8 permet dame B7, donc il faut vraiment être à l'affût, mais dame prend G8 et la pointe finale, le pion D5 est protégé et les noirs gagnent. Mais à la place, Ricci a joué dame E3 échec, c'est maintenant match nul d'après l'ordinateur sur un jeu parfait, surprenant. Roi H5, dame E8 a l'air totalement gagnant. La dame F7 est clouée, ne peut pas venir faire checkmate en B7. Et on se dit que les 2 pièces lourdes des noirs contrôlent la case G8. Mais il n'y a pas mat parce que la dame est clouée. Mais après G8 dame, si les noirs prennent la dame, dame B7, échec et mat. Évidemment, sur dame prend dame, c'est dame prend dame. Et le mat va suivre dans les prochains coups. Donc G8 dame, retournement de situation, dame E8 était à la gaffe, il fallait continuer à faire échec, dame H3 échec, dame G3 échec, mais cette fois-ci, il n'y a pas mieux que l'échec perpétuel. Et donc dame E8 a été joué, Magnus Carlsen joue G8 dame et se retrouve maintenant gagnant. Cela dit, il faut quand même éviter la pluie d'échecs des noirs, dame E2, dame G4 par un premier échec, tour H8, un nouvel échec, roi G5, dame E3, un nouvel échec, roi F6, courage, fuyons, c'est le roi volant, dédicace à Jules Moussard, dame H6 échec, roi E7, le roi continue à voler, et après dame C6, comment est-ce que Magnus Carlsen a forcé l'abandon de son adversaire? C'est mat en 3 coups, après dame G8, et ici, au bout du suspense, après toutes ces péripéties, tous ces rebondissements, Ricci rapporte à abandonner. Et c'est un peu la partie décisive. Il faut de la chance pour gagner un tel tournoi, même quand, comme Magnus Carlsen, on est au-dessus du lot. Il faut toujours une part de réussite. Magnus Carlsen termine seul premier avec 1 point d'avance, mais ce n'aurait pas été le cas s'il avait perdu cette partie, et clairement, c'était une possibilité à bien des moments. Voilà, c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Je suis très contente d'avoir suivi avec vous ces championnats du monde de rapide et de blitz, que ça soit en compagnie de Laurent Fraissinet sur Chess24 ou seul sur ma chaîne. Abonnez-vous évidemment si à ces 2 chaînes, Chess24 FR et à la mienne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir ma chaîne en tout cas, vous pouvez le faire sur Tipeee, il y a les liens dans la description. Merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Ciao.